Chers amis, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de fragilité, et plus particulièrement de jeunes fragiles, et comment ils peuvent être protégés afin de nous engager tous vers une bienveillance éducative. Vous êtes bénévole au sein des appels et engagé dans la vie de votre établissement. À ce titre, vous pouvez être amené à accompagner des jeunes à la piscine, en sortie scolaire, ou à d'autres occasions, comme des rencontres dans des BDI orientation ou des forums des métiers. C'est l'occasion de discussions et d'échanges complètement informels et anodins. Mais il peut arriver que certains de ces échanges vous surprennent et vous inquiètent. Et là, on peut se sentir seul, démuni, se demander si on a bien compris ce que l'on a entendu au détour d'une phrase, ou un jeune vous dévoile une souffrance, un mal-être lié à une situation qui vous apparaît glauque. C'est pour cela que nous avons voulu faire ce webinaire aujourd'hui, pour vous informer et vous donner des éléments pour accompagner cette souffrance, tout en restant à notre place de parents, sans vouloir nous substituer à ce qui existe dans l'établissement en termes de protection des publics fragiles. Un programme, vous le savez, existe dans l'enseignement catholique et des personnes référentes sont formées pour cela. Nous allons travailler aujourd'hui à partir de cas concrets qui sont hélas réels, violents, parfois crus dans leur langage, de la même nature que ceux que vous pourriez trouver dans la rubrique faits divers des journaux, et qui montrent que si l'homme peut être capable des plus belles choses, il peut également être capable des plus sordides bassesses. Josiane, Ami, vous mettra en garde tout à l'heure avant d'expliquer les situations concrètes. Mais ce sujet de la protection des plus fragiles nous semble fondamental, car des élèves de nos établissements peuvent être victimes de comportements terribles ou inappropriés, qui doivent être partagés systématiquement avec le chef d'établissement. Il est de notre devoir d'être attentifs, de notre devoir d'être vigilants, afin que chaque jeune puisse grandir en humanité et se construire en toute sécurité. Bon webinaire à chacun de vous. Merci Gilles Dumarquet pour cette introduction. Donc, je suis Josiane Ami et je coordonne le travail sur les publics fragiles au département éducation du secrétariat général de l'enseignement catholique. Et je vous propose de vous présenter ce travail de la lutte contre la maltraitance à la bientraitance éducative. Il est plus connu, ce document, sous le nom de PPPF, donc Programme de protection des publics fragiles, qui en fait n'en est que le sous-titre. Nous avons voulu adresser ce document pour évidemment lutter contre cette maltraitance, mais aussi donner un horizon positif vers la bientraitance éducative. Il s'adresse à quelques 8000 communautés éducatives des établissements catholiques d'enseignement et il s'inscrit pleinement dans notre mission d'éducation ouverte à tous pour la promotion de la personne, bien sûr, dans ses besoins matériels, spirituels, dans toutes ses dimensions, en vue du bien commun de tous. Il est accompagné par différents documents techniques, les procédures en matière de protection des mineurs, recueillir la parole de l'enfant, témoin victime, être à l'écoute, créer des dispositifs d'écoute, et puis le dernier né qui est le secret professionnel, discrétion professionnelle, devoir de réserve, confidentialité. J'y reviendrai tout à l'heure sur certains d'entre eux. Protéger les plus fragiles, eh bien évidemment, c'est l'ADN de l'enseignement catholique. Et c'est l'ADN de toute mission éducative. La loi cite différents éléments de vulnérabilité, comme la précarité économique, la précarité sociale, qui ont été rajoutés en 2018, le handicap, bien sûr, la maladie mentale, la minorité, voilà, sont des éléments de vulnérabilité. Mais la loi n'évoque pas ce terme de fragilité. C'est pour ça que nous avons voulu l'employer, parce qu'en fait, ce qui arrive en termes de maltraitance, c'est toujours en raison de circonstances particulières qui sont liées à une relation d'emprise, un abus de pouvoir, un abus d'autorité. Et n'importe qui peut être concerné sans être particulièrement vulnérable au départ. C'est pour cela qu'on a employé ce terme de public fragile. Tous les acteurs de l'enseignement catholique sont concernés et sont vraiment invités à se nourrir de l'impulsion et du soutien proposé dans ces documents qui ont été validés par le CNEC, bien sûr, le Comité national de l'enseignement catholique, et qui sont mis en œuvre par le secrétariat général de l'enseignement catholique et toutes les instances de l'enseignement catholique. Donc, je remercie les parents de s'intéresser à ce programme. Alors, ce programme est fondé sur deux piliers. D'abord, la bientraitance éducative.
c'est évidemment un horizon désirable pour tous, mais c'est surtout un vrai projet d'éducation qui propose, au-delà de la nécessaire attention à l'autre, sur l'idée que l'élève, en fait, est acteur de son parcours et que tout acte d'éducation, bien sûr, ou d'enseignement s'appuie sur un lien de qualité avec l'autre, hein, bien sûr, structuré autour du respect de l'intégrité, de l'intimité, respect de la vie privée, bien sûr. C'est un projet où les pratiques d'éducation doivent être interrogées régulièrement et enrichies, évidemment, de différentes réflexions et ressources, qu'elles soient internes ou externes. Le second pilier, c'est la protection. Toute situation doit être traitée dans le respect des personnes et du droit. Nul n'est censé ignorer la loi, vous le savez, hein, et il est nécessaire que chacun connaisse la loi et ses obligations, et qu'il soit aussi accompagné et soutenu dans ce projet. C'est pourquoi nous allons rappeler quelques éléments juridiques. Enfin, la protection des victimes, parce que les victimes doivent être protégées, les auteurs aussi parfois doivent être protégés, bien sûr, et puis la protection du côté aussi des références chrétiennes qui confirment cet enracinement dans une attitude d'attention et de protection. La maltraitance, elle existe depuis longtemps, évidemment, mais aujourd'hui, la société ne tolère plus ce type de relation. Je vous mets quelques chiffres, références qui ont été publiées à l'occasion de l'anniversaire de la Convention du droit des enfants. Ces chiffres concernent toutes sortes de familles, hein, dans toutes les régions et dans tous les milieux sociaux. Ça concerne beaucoup de choses, les violences conjugales qui sont, je crois, la deuxième cause, hein, de traitement de situation, le harcèlement, on en parle beaucoup, les intimidations, quelques 700 000 enfants en France, l'exposition à des choses qui ne sont pas éducatives, bien entendu, comme la pornographie, etc. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que quasiment 100% des enfants sont scolarisés, hein, notamment entre 3 et 13 ans, c'est 100%, avant 3 ans, pas tout à fait, et après 13 ans, pas tout à fait non plus. C'est pour ça que l'école, c'est très intéressant. Le lieu de l'école est un lieu particulièrement intéressant pour repérer les choses, hein. Donc, il y a lieu de s'interroger sur le rôle de l'école, bien sûr. Il y a lieu aussi de s'interroger sur la parole de l'enfant, comment l'école est en capacité de recueillir la parole de l'enfant et de voir ce qu'il y a à voir, même s'il n'y a pas toujours quelque chose à voir, hein, voilà. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas ne pas citer ce que l'on vient de vivre, ce que l'on vit encore avec le confinement, où les fragilités ont encore été accrues, bien sûr, hein. Et puis, je rajoute aussi un petit élément sur les fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Et on a un code de procédure pénale là, qui vient juste de publier le 6 avril 2021 une possibilité pour le chef d'établissement d'accéder au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. C'est une bonne nouvelle. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Je voudrais juste vous dire 2 mots sur les auteurs. La question des auteurs, ce sont des chiffres que j'ai pris dans le rapport qui a été publié par le 119 suite à la première période de confinement. Alors évidemment, ils doivent être un peu exacerbés vu le contexte, mais malheureusement, ils reprennent ce que l'on sait des auteurs. Et les auteurs de maltraitance, ils sont, hélas, dans l'entourage proche de l'enfant, que ce soit la famille très très proche et directe ou la famille un petit peu plus éloignée, que ce soit l'entourage social de l'enfant ou l'entourage professionnel de l'enfant, c'est là que se situent les maltraitances. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que toutes les familles sont maltraitantes, heureusement, hein. Mais évidemment, c'est très particulier de pouvoir s'adresser aux familles, que les familles comprennent un petit peu les ressorts des maltraitances. Donc, il faut accompagner et il faut soutenir cet entourage de l'enfant. On sait que quand les familles sont soutenues, les enfants vont mieux, hein. Donc, c'est important de le dire. Je voudrais aussi vous dire 2 mots, parce que c'est nouveau, des auteurs. Parce qu'aujourd'hui, en prévention, les auteurs sont également accompagnés. Et c'est assez nouveau. Et les CRIAVS, qui sont les centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles en particulier, ont publié une campagne qui m'a paru intéressante à diffuser aussi auprès des parents. Et on a beaucoup parlé de l'inceste ces derniers temps. Et cette campagne donc offre un numéro vert pour des auteurs ou des potentiels auteurs, voilà, qui pourraient demander de l'aide et avoir besoin d'aide. Donc, je trouve intéressant de vous en parler. Pour aller un petit peu plus loin du côté de la loi, je voudrais reprendre quelques éléments du côté du droit. D'abord, l'intégrité physique et morale.
Le Code civil détaille le droit à l'intégrité physique et morale de chacun. C'est l'article 16 et les suivants. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. C'est écrit noir sur blanc. Le respect de la vie privée. C'est important de savoir que chaque enfant, chaque famille a le droit, bien sûr, au respect de sa vie privée et a droit à la confidentialité. Cependant, il existe une exception, parce que c'est un argument que l'on reprend souvent, mais il y a une exception. Le Code pénal précise qu'il y a une obligation à tout citoyen d'agir immédiatement lorsqu'une personne est victime de crimes, de délits contre son intégrité corporelle. Et d'ailleurs, la toute dernière loi là, qui vient de sortir le 21 avril 2021 à propos des mineurs, des crimes et des délits sexuels et de l'inceste, l'a redit très, très fermement et a même rallongé le délai de prescription en cas de non-dénonciation de faits dont on aurait connaissance. Donc, nul ne doit s'affranchir de la loi, bien entendu, et chaque citoyen a des obligations légales. Un petit mot aussi sur la présomption d'innocence. Tant qu'une affaire n'est pas jugée, voilà, les auteurs présumés, et nous employons ce terme de auteurs présumés, sont réputés évidemment innocents, de même que l'on parle de victimes présumées. C'est important de le préciser. Et puis, dans le cadre scolaire, nous avons aussi pas mal de textes qui, notamment, font obligation pour les acteurs de l'éducation d'une formation initiale et continue, font obligation de mise en place de procédures, c'est ce à quoi nous nous sommes employés évidemment ces dernières années, et qui met au centre le chef d'établissement. C'est bien lui qui a une place centrale, donc en général dans l'enseignement catholique, notre structuration est faite comme ça, mais c'est bien précisé que ce soit dans les textes de l'éducation nationale, que ce soit dans le statut du chef d'établissement de l'enseignement catholique, qui précise que le chef d'établissement est un cadre dirigeant investi de tous les pouvoirs et prérogatives inhérents à sa fonction et il dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses responsabilités dans le respect des textes législatifs et réglementaires. Donc, c'est vers lui que vous tournerez assez systématiquement. Donc, en principe, chaque diocèse dispose de protocoles et a mis en place des procédures en collaboration avec les autorités judiciaires et les autorités publiques compétentes, administratives également. La question de la prévention est aussi prévue par la loi avec des visites médicales. Hélas, la situation de la santé scolaire et des médecins scolaires et infirmières scolaires n'est pas très brillante et il y a peu de ressources humaines, si bien que nos établissements n'en bénéficient que très peu. Il est prévu également une séance annuelle d'information sur ces questions-là. Pour continuer, je voudrais juste vous reparler aussi de la structuration de la protection de l'enfance en France. C'est une responsabilité départementale, donc décentralisée. L'éducation nationale, les hôpitaux, les médecins libéraux, les associations peuvent être à même d'interpeller les autorités départementales. Donc, c'est ce qu'on appelle la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, pour, en cas effectivement de suspicion, en cas de signe d'alerte suffisant, rédiger une information préoccupante. On dit une IP en langage un peu technique. Voilà. Cette cellule va se saisir de cette information et va l'évaluer et va décider. Soit elle classe sans suite parce qu'il n'y a pas assez d'éléments, soit elle décide d'une protection administrative qui peut être une aide éducative, l'envoi d'une assistance sociale pour assister la famille, etc. Soit elle juge que c'est suffisamment grave et elle passe au parquet, donc au tribunal de grande instance, au procureur qui lui-même enverra ça au juge des enfants ou à qui de droit en fonction de la situation. Et donc, ce premier circuit donc, est dit un circuit administratif et nous avons un autre circuit qui est un circuit judiciaire qui, en cas de cas grave et urgent et dangereux pour l'enfant, pour la victime présumée, on va interpeller directement le tribunal de grande instance. Et c'est ce qu'on appelle un signalement. Et vous voyez, les circuits sont les mêmes. Donc, le parquet traite la situation, etc. et va effectivement préconiser un traitement de cette situation.
Voilà, donc ça c'est le minimum que vous devez connaître sur le circuit, qui est le circuit professionnel que nos établissements scolaires emploient, voilà, au quotidien et chaque fois que nécessaire. Et puis il existe aussi un numéro, hein, un numéro vert que vous devez connaître, qui est le 119, qui est un numéro national où chacun peut effectivement appeler pour signaler des faits dont il a connaissance. Et le 119 ensuite va rebasculer sur les cellules départementales ou les tribunaux en fonction des situations. Donc, voilà ce que je voulais vous partager pour déjà cette première acculturation. Et nous allons continuer sur les signes de maltraitance et sur ce qu'est la maltraitance. Et je vais passer la parole à ma collègue Marie-Agnès Bretet, qui est psychologue de l'éducation et présidente de l'AMPEC. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais vous définir quelques définitions de la maltraitance et vous parler un petit peu de la définition du Conseil de l'Europe qui date de 1987, qui définit la maltraitance comme tout acte ou omission commis par une personne s'il porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d'une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et ou nuit à sa sécurité financière. Donc ça, c'est la définition officielle. Et puis cette définition est complétée par une classification des actes de maltraitance selon plusieurs catégories. Donc nous avons les violences physiques qui peuvent, voilà, comme exemple, on peut donner les coups, les brûlures, ligoter une personne, les soins brusques sans information ou préparation, la non-satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques, les violences sexuelles, les meurtres, dont l'euthanasie fait partie. Nous avons aussi les violences psychiques ou morales, par exemple les langages irrespectueux ou dévalorisants, l'absence de considération, le chantage, la menace, l'abus d'autorité, l'intimidation, un comportement d'infantilisation, le non-respect de l'intimité et des injonctions paradoxales. Il existe aussi dans ces violences les violences matérielles et financières, qui sont par exemple le vol, l'exigence de pourboire, les escroqueries diverses. Nous avons aussi ce qu'on a moins en tête, mais qui existe de temps en temps dans certaines familles, dans certaines situations pour des enfants, les violences médicales ou médicamenteuses, avec des défauts de soins de base, une non-information sur les traitements ou les soins, des abus de traitements sédatifs ou neuroleptiques, des défauts de soins de rééducation. Et dans défauts de soins de rééducation, par exemple, on entend défauts d'orthophonie quand c'est demandé pendant X années, par exemple, par un établissement scolaire, et la non prise en compte de la douleur. Et face à ces violences qui peuvent être, voilà, peut-être facilement décryptables, on a des négligences actives, donc toute forme de délaissement, d'abandon, de manquement, pratiquées avec la conscience de nuire. Et son corollaire, les négligences passives, négligence relevant de l'ignorance, de l'inattention, de l'entourage. Et puis enfin, les dernières violences qu'on note, ce sont les privations et les violations de droits. Par exemple, la limitation de la liberté de la personne, la privation de l'exercice des droits civiques ou d'une pratique religieuse. Alors bien sûr, ces maltraitances et ces violences sont caractérisées aussi, voilà, il faut qu'il y ait plusieurs éléments pour qu'on puisse parler de maltraitance, c'est-à-dire une dissymétrie entre la victime et l'auteur, une personne physiquement ou psychologiquement plus vulnérable face à une personne moins vulnérable, un rapport de dépendance de la victime à l'égard de l'auteur, un abus de pouvoir du fait de la vulnérabilité de la victime et une répétition des actes de maltraitance, même considérés comme petits. On peut alors parler de maltraitance ordinaire ou de violence éducative ordinaire depuis la loi de 2018, me semble-t-il, celle à laquelle on ne prête plus attention. Ce sont par exemple le langage irrespectueux ou dévalorisant qui arrive malheureusement assez souvent dans certaines situations pour des enfants ou même des adultes. Alors, je vous ai fait une rétrospective un petit peu des signes qui peuvent alerter, hein, même s'il faut prendre, faut pas se dire qu'un signe peut alerter et on se dit on est maltraitant, mais c'est plusieurs signes et c'est la convergence de plusieurs signes qui indiquent la maltraitance. Donc nous avons tous les signes de troubles du comportement, les changements récents et massifs de comportement, on devient taciturne, très excité, triste, isolé, agressif, ou au contraire une disparition des conduites de jeu, des pleurs.
l'agressivité et le refus de l'autorité, l'absentéisme scolaire et les retards pour se rendre à l'école, les attitudes craintives ou peureuses, l'avidité affective, une recherche importante d'affection, des dessins très sexualisés ou pas du tout sexualisés, et un refus éventuel de rentrer à la maison. Alors, il y a aussi les signes qui nous alertent, nous, à l'école, qui sont les signes corporels visibles, hein, les marques sur le corps, les retards psychomoteurs, les carences de soins hygiéniques, les inadéquations vestimentaires et les plaintes somatiques diverses. Et puis, on est aussi alerté dans les décalages, c'est-à-dire la fatigabilité excessive et récurrente pour certains élèves, les malaises diverses et répétés, les conduites à risque, la précocité sexuelle, des préoccupations sexuelles excessives pour l'âge de l'enfant, des masturbations excessives en public, des comportements séducteurs et sexualisés avec l'adulte présent qui entraînent chez celui-ci un sentiment de malaise. Et puis j'ai fait une vignette à part pour les adolescents parce qu'aux signes précédents se rajoutent à l'adolescence des manifestations psychiatriques, une dépression avec parfois tentative de suicide, un mutisme ou un repli, des autoscarifications, des excitations ou des humeurs labiles, un comportement exagérément érotisé. Et puis il y a aussi les conduites antisociales, fugue, toxicomanie, prostitution, et y compris, qui arrivent de plus en plus maintenant via les réseaux sociaux, l'absentéisme scolaire, inhabituel et injustifié, le refus d'aller se coucher, de se déshabiller la nuit, une tendance à se barricader la nuit dans sa chambre aussi, et des manifestations psychosomatiques telles que les troubles alimentaires, la boulimie, l'anorexie, les évanouissements et les malaises, le cynisme, la provocation, l'agressivité, les rituels de lavage obsessionnels ou au contraire la peur de la toilette des organes génitaux. Donc bien sûr, là, tous ces signes individuellement ne veulent pas dire maltraitance, mais pris dans un certain contexte et avec une multiplicité de certains de ces signes, on peut imaginer des fois, penser à de la maltraitance. Je vais repasser la parole à Josiane pour la suite. Merci Marie-Agnès. Donc un catalogue évidemment un petit peu effrayant hein, quand on met l'ensemble de ces signes à la queue leu-leu, c'est évidemment très massif. Évidemment, tout le monde n'a pas ces signes-là. Nous voudrions maintenant travailler, vous proposer quelques situations très concrètes. Gilles de Marquet vous l'a dit en introduction, ce sont malheureusement des situations vraies. Et nous souhaitons, à propos de ces situations, évoquer des points d'attention et des pistes d'action à privilégier pour les parents. Elles concernent des acteurs de différents âges, la famille, l'école, et sont recueillies par des parents dans différentes circonstances. Vous êtes des parents élus, bénévoles, avec des actions au sein de l'établissement scolaire, et vous pouvez, voilà, être amenés à recueillir des paroles. Certaines d'entre elles peuvent choquer. Par le vocabulaire qui est employé par les victimes, bien sûr, ou le type de maltraitance qui est évoqué. C'est important d'être capable de les entendre parce que il faut les retranscrire telles quelles. On n'a pas le droit de modifier les paroles d'une victime présumée parce que ça peut servir de pièce. Ensuite, on ne sait jamais si une affaire va aller ensuite en jugement, etc. Et donc, ça peut devenir une pièce juridique. Donc, c'est très important de ne pas travestir les propos d'une victime présumée. Même si ça choque, même si on ne les comprend pas, on écrit, ouvrez les guillemets, tel jour, dans telle circonstance, un tel, voilà, m'a dit, ouvrez les guillemets, et on note, en style direct. La maltraitance, ça ne laisse jamais indifférent, hein. C'est pourquoi c'est intéressant d'avoir un peu réfléchi et appris à penser cette question un petit peu en amont. Chacun peut un jour être confronté et les circonstances, l'ampleur d'une situation sont toujours difficiles à jauger à l'avance. Nous souhaitons donc, par ce webinaire, vous donner quelques messages clairs pour permettre à chacun d'exercer son rôle, hein, bien sûr, et puis de trouver sa juste place le mieux possible. Donc, nous allons commencer par une première situation. Lucie, enfant de grande section de maternelle en rentrant de l'école, raconte à sa mère que Théo a dit qu'il a vu son papa taper sa maman. Elle ajoute « J'en ai marre de Théo. Il fait que de me taper et il nous embête.
et il nous prend au jeu. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cet appel? Eh bien, on fait tout de suite, en tant que parent, le parallèle entre la violence de l'enfant et visiblement ce qu'il décrit chez lui. Et ça nous met en difficulté par rapport à une thématique, c'est est-ce qu'on doit alerter le chef d'établissement, enfin la directrice, ou est-ce que c'est une situation qui sera transitoire et qui ne se reproduira pas? Donc, évidemment, avec les éléments que vous nous avez donnés, moi je pencherai évidemment pour alerter tout du moins le directeur, en toute, sans ébruiter quoi que ce soit, mais en faisant en sorte que la situation soit connue. Parce que effectivement, on sait très bien que les enfants font preuve de mimétisme des fois dans ces situations-là. Je vous rejoins tout à fait, hein, dans le sens où cette situation est une situation que nous, on peut appeler dans le monde professionnel non probante, hein, mais qui nécessite quand même un suivi et une vigilance. Voilà, cet enfant avait remarqué des choses de la part de son petit camarade. Il y a pu y avoir d'autres faits que le chef d'établissement a aussi peut-être eu en écho par d'autres personnes. Donc, c'est important d'alerter le chef d'établissement pour qu'il puisse y avoir une observation, une vigilance sur cette situation. Souvent, ça débouche sur une équipe éducative et une observation un petit peu du comportement de l'enfant, et puis des pistes de travail ou d'accompagnement de la famille et de l'enfant qui peuvent être proposées à l'issue de l'équipe éducative qui réunit les parents, le chef d'établissement, l'enseignant et les professionnels qui travaillent autour de la situation de l'enfant. Donc, c'est important dans ces situations, effectivement, de ne pas rester seul. C'est vraiment un message important que l'on voudrait vous passer. Et ne pas rester seul, comme vous l'avez très bien dit, monsieur, c'est de s'adresser au chef d'établissement et pas voilà, Pierre-Paul Jacques qu'on rencontre dans l'établissement, qu'on connaît, qui peut-être aurait des solutions. Votre référent, c'est le chef d'établissement, hein. Donc, on n'est pas là pour faire l'enquête, bien sûr, hein, ou pour analyser la situation. On recueille des choses voilà, qui nous paraissent un peu bizarres, qui allument des clignotants chez nous, voilà, et bien ça suffit, hein. Et donc, effectivement, on va organiser dans cette première situation une équipe éducative, voilà, et continuer à observer les faits. Nous allons maintenant aborder une deuxième situation qui est celle de Maude. Alors, Maude, maman de Thomas, accompagne régulièrement à la piscine les enfants de la classe de CE2 où est son fils. Alors que la majeure partie de la classe a déjà rejoint le bassin, Salomé, 9 ans, termine tout juste d'enfiler son maillot de bain. Maude remarque des traces rouges et des bleus sur son dos. Maude hésite parce que Salomé est déjà en retard. Elle demande quand même à Salomé « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Salomé? Je vois que tu as beaucoup de bleus sur le dos. » Des fois, je ne sais pas pourquoi, papa me frappe très fort. Hier soir, j'attendais que maman vienne me faire un bisou. Je lisais dans mon lit, il était 10 h, je crois. Papa est rentré dans ma chambre. Il m'a dit « T'es pas encore couché ?» et il m'a mis 3 claques. Des fois, il me frappe devant maman. C'est quand on est dans la cuisine. Des fois, maman, elle prend ma défense, mais des fois, elle n'est pas là, alors elle ne voit pas. Merci. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cet appel? Quelles ont été vos réactions? Alors, en tant que parent, je me sens effectivement concernée, interpellée par la situation relatée par cette maman. Donc, j'ai bien sûr du souci pour cet enfant. Je me dis, voilà, il va falloir s'assurer qu'elle soit protégée si les faits sont avérés. Et puis en même temps, je me dis, bon, prudence, j'ai écouté ce que Josiane a dit tout à l'heure, c'est pas notre rôle de parent d'enquêter, il ne faut pas s'emballer ni tirer de conclusions hâtives. Donc il y a des services dédiés qui vont faire une enquête. Et en même temps, voilà, il y a des choses certainement à conseiller. Et en tant que responsable du service information et conseil aux familles de l'appel départemental, voilà, j'aurais envie de donner quelques conseils quand même à cette maman. De quel type? Alors, tout d'abord, de s'assurer qu'elle ne garde pas les choses pour elle. Elle a été témoin de quelque chose, donc je demanderais si l'enseignante a été informée. L'enseignante accompagnait la sortie scolaire. Est-ce que Maude donc a bien informé l'enseignante? Et puis, est-ce que cette enseignante a prévenu le chef d'établissement? Ça a été dit tout à l'heure, le chef d'établissement a une place centrale. Est-ce qu'il a été informé?
Et puis, je dirais aussi à la maman, si elle accompagne de nouveau la sortie piscine, peut-être de remercier cette petite Salomé pour sa confiance et de lui dire que, voilà, que des adultes ont été informés et qu'on va faire en sorte que la situation s'améliore. Voilà, on ne s'engage pas trop, hein, il faut rester prudent. Mais voilà, donc j'aurais un petit peu de soucis pour cet enfant, pour Maud, hein, qui a été témoin de cela. Et puis, j'aurais donc un petit peu le souci aussi de savoir voilà, qu'il y a bien un suivi et que c'est entre des mains compétentes. Merci. Alors moi, je rajouterais hein, que voilà, ça c'est un cas on peut suspecter un danger pour cette petite fille. Et donc, c'est vrai que là, il est important que les parents qui accompagnent à la piscine puissent prévenir tout de suite l'enseignant en sortant de la piscine et qu'ils puissent après alerter aussi le chef d'établissement. C'est au chef d'établissement de faire les démarches hein, pour informer un petit peu, s'informer et s'aider éventuellement de personnes du service social en faveur des élèves ou de la CRIP pour voir un petit peu comment on peut accompagner cette situation. Et puis, souvent, on va vers une information préoccupante dans ces situations-là. Donc, dans les situations préoccupantes, hein, on informe quand même les parents de la petite fille de Salomé de ce qui va se passer, c'est-à-dire que l'information va être transmise au service social et il y aura une enquête sociale sans doute. Et bon, après, il y aura peut-être d'autres démarches, mais ça, ce n'est pas de notre ressort hein, au niveau de l'école. Et puis après, il faut accompagner, je suis d'accord avec vous, la maman qui a entendu ces paroles parce que c'est compliqué d'entendre des choses comme ça. Et puis, souvent, on accompagne aussi la famille hein, de l'enfant en question, de Salomé. Moi, j'ai dans plein de situations d'informations préoccupantes où le chef d'établissement doit informer les parents. Les parents remercient le chef d'établissement parce que ça permet de démarrer les démarches d'accompagnement auprès de la famille ou auprès du jeune. Et donc, voilà, c'est pas, on se dit pas on va faire une enquête sociale systématiquement et ça va mettre à mal une famille. Ça peut aussi aider une famille à avancer et à ouvrir des possibles. Donc, ça, c'est vraiment important. Et pour la famille et pour l'enfant. Donc, on va en général, dans ces situations-là, vers des informations préoccupantes. Merci pour cette situation, donc, qui était la situation de Maud. Donc, effectivement, information préoccupante. Souvent, les gens ont peur, hein, effectivement, les familles s'inquiètent beaucoup des informations préoccupantes. Et comme l'a dit Marie-Agnès, effectivement, ça les soulage. Hein, ça peut les soulager beaucoup et ça fait que la situation s'arrête. Hein. Nous allons maintenant passer à une situation, celle de Louis, que va nous proposer Caroline. Sébastien, animateur en BDIO, se confie à sa collègue Martine en fin de journée. Après que la classe soit sortie, Louis, élève de 4e, m'a confié être très mal en ce moment depuis le divorce de ses parents, subissant notamment souvent l'autorité de son plus grand frère, Lucas, en seconde. Les choses ne semblent pas aller bien à la maison en ce moment. Il m'a dit que ni son père, ni son beau-père n'étaient sympas avec lui, qu'il se faisait engueuler, alors que son frère ne l'était pas, alors qu'il faisait des trucs graves. Rapidement, il m'a confié que son frère avait fait des choses très graves avec lui par 3 fois, en début d'année, puis en janvier, mais qu'il avait très peur que son frère aille en prison. Le rassurant et l'informant sur ma discrétion et sur la nécessité cependant d'en informer des personnes plus compétentes pour l'aider, il a insisté pour me confier ces éléments. Je dors dans le même lit que mon frère, dans sa chambre, la mienne est en travaux. En septembre, Lucas m'a demandé de regarder une vidéo porno avec lui et il a bu de l'alcool et il m'a violée. Il a recommencé 2 fois, toujours après avoir bu, et quand nous dormions dans la chambre, c'était comme si ce n'était pas lui, il avait bu. Merci. Qu'avez-vous ressenti et quelles ont été vos réactions quand on vous a informé de cette situation? Alors forcément, on ne peut être que ébranlé par cette situation, parce qu'effectivement c'est une situation grave, et puis avec effectivement cette confiance qu'a réussi à permettre Sébastien, mais aussi la nécessité d'informer rapidement sur une situation qui est potentiellement très grave pour l'élève en question.
Oui, je confirme, dans ces cas-là, on est en danger immédiat et le mineur doit être protégé en urgence. Là, Sébastien, en l'occurrence, doit avertir immédiatement le chef d'établissement et n'en parler qu'au chef d'établissement, parce que on ne doit surtout pas interpeller les parents et même le chef d'établissement n'informera pas les parents. Il téléphonera directement au service social en faveur des élèves ou à la CRIP et il y aura une mesure de protection d'urgence mise en place par le procureur. Peut-être des fois, voilà, la police qui peut arriver rapidement pour mettre le jeune sous protection. Et puis être entendu, voilà. Et donc, c'est important, voilà, de garder ça confidentiel, avec peut-être un accompagnement quand même de Sébastien qui a entendu ces choses. Et comme vous disiez, hein, c'est toujours compliqué, même après un certain nombre d'années de travail en tant que psychologue, c'est compliqué d'entendre des situations comme ça, et ça met toujours à mal. Donc, c'est important qu'il y ait un suivi et pour les uns et pour les autres. Et ce jeune sera protégé automatiquement, et ce n'est pas là le chef d'établissement qui interviendra auprès de la famille, mais bien la gendarmerie ou la police qui convoquera les parents et qui fera son enquête. Et nous, on n'est pas forcément au courant ensuite de ce qui se passe, ce qui ne veut pas dire que rien ne se passe. Donc, c'est important de se protéger aussi et de ne pas aller chercher des informations, parce que c'est pas en allant chercher des informations auprès des uns et des autres qu'on aidera à ce que ce jeune soit protégé. Donc, voilà pour ces 3 situations. Merci. Donc, on a voulu vous proposer un petit catalogue de 3 situations très différentes pour reprendre un petit peu la typologie des cas en général qu'on en a à traiter. Vous les retrouverez dans le document procédure en matière de protection des mineurs. Donc, à la fois, il est parfois urgent d'attendre hein, quand on n'a pas assez de signes ou quand les signes ne sont pas suffisamment étayés, etc. Et de rester en observation, c'est le cas numéro 1. Hein, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, hein, mais on reste en observation et on attend encore un peu. Hein. Par contre, quand il y a suffisamment de clignotants allumés et qu'on a besoin d'aide, d'une aide extérieure, c'est-à-dire que l'école a parfois déjà mis en place un certain nombre d'aides, etc., et ça ne suffit pas, on peut être amené à poser une information préoccupante. Hein, et ce n'est pas à prendre comme quelque chose contre la famille, c'est quelque chose d'abord qui va protéger l'enfant, qui va aider l'enfant à mieux grandir et aussi qui va aider la famille. Et puis quand c'est grave, par contre, eh bien effectivement, on n'hésite pas et c'est le procureur qui va être effectivement alerté. Ceci dit, on a toujours 2-3 minutes pour connecter ses neurones et se mettre en pensée. Hein. On peut être assez sidéré par ce que l'on vient d'entendre, ce que l'on vient de voir, etc. C'est donc tout l'intérêt aussi de ne pas rester seul, de se mettre à réfléchir avec une autre personne, en l'occurrence le chef d'établissement, hein, voire après avec le chef d'établissement, on peut appeler la CRIP, on peut appeler à la direction diocésaine aussi les personnes qui sont référentes, etc., pour débriefer un petit peu et voir un peu ce que l'on fait, mais ça se fait dans la demi-journée, hein, le signalement au procureur, ça se fait très très rapidement, c'est une situation d'urgence. Voilà, donc des cas qui concernent là des familles, mais évidemment, il y a aussi des cas qui se passent à l'école, c'est pas non plus que dans la famille. Donc, on va vous proposer d'autres cas qui vont être donc voilà, lus. Donc, d'abord un cas en maternelle. Situation 4 en maternelle. Caroline, la maman d'Agathe, élève de petite section, appelle le chef d'établissement les premiers jours de vacances de Noël. Juste avant les vacances, Agathe a été embêtée par Charles. Ce dernier a touché les parties intimes de ma fille et de sa copine Louane. Cela s'est passé dans la cabane de la cour de récréation. Anne m'a raconté que Charles a mis sa main entre sa culotte et son pantalon, qu'il l'a aussi embêtée pendant la sieste en lui piquant sa tétine et son doudou pour faire des trucs. Elle a aussi rajouté que Charles se cache, l'appelle et veut la mordre. Plus tard, Agathe dit qu'elle n'a pas le choix et qu'il les colle, Louane et elle. Il a dit que c'est un secret et que c'est un jeu et qu'il ne faut en parler à personne. Agathe a rencontré notre médecin qui a constaté des blessures au niveau des parties intimes. Qu'allez-vous faire ? Voilà, donc une situation qui appelle évidemment un questionnement hein, de la part de celui qui la reçoit.
et qui va peut-être nécessiter une information préoccupante, hein, mais qui n'est pas toujours effectivement le cas. Ça peut aussi relever de la découverte mutuelle du corps en maternelle, hein, ce n'est pas rare. Donc il faut prendre le temps, hein, d'analyser la situation et de voir ce qu'il y a derrière. Ce qui est intéressant, qui est évoqué aussi dans cette situation, c'est l'aspect conflit de loyauté, hein, de ne pas le répéter, etc. Voilà, il a dit que c'est un secret. Attention au conflit de loyauté. Si les choses sont graves, la loi vous oblige à en faire quelque chose, hein, et à transmettre acquis de droit, hein. Voilà, donc ça pour cette première situation, donc en maternelle. Lundi, Alban, élève de 4e, je reçois sa confidence lorsqu'elle arrive au BDI, où j'assurais une permanence. Quelques jours avant la rentrée, fin août, mon ex-petit copain Gabriel m'a forcé à une relation. On s'est arrêté au préliminaire. Gabriel m'a fait un doigté et m'a demandé de le branler. Je n'étais pas d'accord, mais il m'a obligée à le faire. J'en ai parlé à personne. J'ai peur de la réaction de mes parents. Donc ici, nous avons, hein, une situation de dévoilement d'agression sexuelle, hein, assez caractérisée, et bien évidemment, ça relève de la loi, hein. Donc ça appelle probablement un signalement, hein, au procureur. Et en cas d'agression sexuelle, hein, de viol, on n'informe pas les familles. Les familles sont toujours assez étonnées de cela. Pourquoi on n'informe pas les familles? Parce qu'on préserve les conditions de l'enquête. C'est-à-dire que quand une victime se plaint, voilà, de maltraitance en matière sexuelle, on ne sait jamais trop, voilà, ce qu'il y a derrière et comment ça s'est réellement passé, qui est vraiment l'auteur, etc. Donc on préserve les conditions de l'enquête. Ce qui ne veut pas dire que la famille ne va pas être rejointe à un moment donné, mais on va rejoindre la famille de façon construite, et c'est ce travail, soit avec le procureur, soit avec la CRIP, en fonction de ce qui a été fait. D'accord? Donc, il ne faut pas que les familles s'étonnent qu'en cas d'agression sexuelle, de viol, etc., d'attouchement, on ne prévient pas les familles, dans un premier temps, hein. Voilà. Et ensuite, on travaille voilà, comment on va parler à cette famille, comment on va aborder les choses, etc. On prend le temps d'analyser un petit peu les choses. Troisième situation, il s'agit d'une situation en lycée. Au lycée, jeudi 10h05. Je reçois un SMS de mon fils. Vie 1M cherché, pas court, Jordan a reçu un coup de couteau. J'arrive aussi vite que possible et j'apprends que vers 10h, sur la cour du lycée professionnel, à la suite d'un différend pour un motif bénin, un lycéen de 16 ans en seconde professionnelle, victime de fréquentes railleries, a porté un coup de couteau à l'un de ses camarades âgé de 15 ans. Donc là, une situation malheureusement presque d'actualité, hein, vu ce qu'on a eu dans les faits divers ces derniers temps. Donc évidemment, il s'agit d'une situation très grave, hein, qui a même nécessité là, une cellule de crise. Alors, pas en raison du fait lui-même, mais en raison du traumatisme provoqué au sein de l'établissement et voilà, du traumatisme de la communauté éducative, hein. Donc évidemment, là vont être prévenues toutes les autorités, hein, à la fois direction diocésaine, mais aussi pompiers, policiers, etc. Et la cellule de crise qui va réunir notamment un certain nombre de psychologues. Nous avons des procédures là, particulières pour les cellules de crise pour mettre en sécurité les élèves, bien sûr, et puis débriefer la situation avec eux, hein. Donc on a voulu, là, cette fois, vous présenter des situations qui avaient lieu dans l'école et qui concernaient tous les niveaux de l'école, hein, parce qu'effectivement, aucun niveau n'est privilégié et n'est à l'abri de situations difficiles. Donc, comme vous l'avez remarqué, nous sommes très attentifs aux procédures, bien sûr, hein, et je vous renvoie au guide des procédures, parce qu'il faut que les faits dévoilés, j'emploie ce mot dévoilé plutôt que dénoncer, hein, peuvent mettre les personnes qui les recueillent en état de sidération, d'incompréhension, voire de déni aussi, hein. Il est important de dépasser ces réactions, hein. La psychologue a demandé tout le temps, hein, que ressentez-vous? Comment vous sentez-vous? C'est normal de ne pas être bien avec des situations comme ça, mais il faut dépasser cela, hein. Et on peut dépasser cela si on en parle avec quelqu'un de compétent,
Donc les faits peuvent n'être qu'une partie immergée et révéler des actes d'une ampleur que l'on ne soupçonne pas. On ne sait jamais à l'avance combien de temps va durer le traitement d'une situation. Et au cas où une affaire irait au tribunal, les témoins peuvent être appelés à témoigner. Il est important donc de préserver les intérêts à la fois de la victime présumée, mais aussi de l'auteur présumé, et donc de bien respecter les procédures. Et les procédures, elles passent par des écrits. Des écrits qui sont précis, qui ne font pas d'interprétation, voilà, et s'en tiennent à ce que l'on a entendu. Il faut rester extrêmement factuel, bien sûr, et distancié de ses émotions. Il faut aussi rester à sa juste place au sein de la communauté éducative et voilà, respecter la vie privée, la présomption d'innocence, la confidentialité, je vais y revenir, et évidemment faire jouer l'obligation de signalement à laquelle on est soumise. Donc pour cela, bien évidemment, on ne reste pas seul et on informe le chef d'établissement dans les meilleurs délais parce que c'est le chef d'établissement qui est garant des procédures. Voilà. Et je vous conseille de mettre par écrit le plus tôt possible, même devant la personne qui vous confie les éléments, en lui disant « Oh là, c'est important ce que tu me dis, si tu veux bien, je vais écrire. Prendre un papier et un crayon et je vais écrire. » Même si on ne comprend rien à ce qu'on nous dit, vous écrivez ce que l'on vous dit. Point, c'est tout. C'est ça, recueillir et écouter. Pour continuer, donc, quelques points d'attention. J'ai évoqué plusieurs fois la confidentialité et voilà, souvent on dit, mais enfin, c'est de l'ordre de la sphère privée. Qu'est-ce que l'école vient mettre son nez dans la vie des familles, La question de la responsabilité. Est-ce que c'est bien de ma responsabilité, Quand même, le chef d'établissement qui a à faire son travail, voilà. Donc, pour vous rappeler que l'obligation de signalement, elle concerne tout le monde, tout salarié ou bénévole de l'enseignement catholique. Voilà, bien sûr. Donc oui, c'est bien de la responsabilité de chaque acteur, salarié ou bénévole. Pour vous dire aussi que tout salarié ou bénévole est soumis à l'obligation de discrétion, de devoir de réserve, de confidentialité qui s'applique. D'accord ? Et puis, de pouvoir aussi vous redire que seuls quelques métiers sont soumis au secret professionnel, soit par état, par profession, par mission. Il peut y avoir parfois voilà, des gens missionnés spécialement par les services judiciaires, mais voilà, la loi autorise aussi la levée du secret, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est que la discrétion professionnelle? La discrétion professionnelle et le devoir de réserve, c'est le comportement ou le propos d'une personne qui est susceptible de porter atteinte à l'établissement ou personne. Le devoir de réserve, ça porte sur le mode d'expression des opinions, pas sur le contenu. On a bien évidemment le droit de ne pas être d'accord avec le chef d'établissement, avec voilà ce qui se passe, etc. Mais dans la façon dont on va le dire et dont on va ne pas dénigrer une personne ou un établissement, voilà, c'est ça le droit de réserve. Et puis la discrétion professionnelle, c'est le fait de ne pas divulguer les informations dont on dispose dans le cadre de ses fonctions. C'est important parce que ça protège les personnes. Les personnes ont le droit aussi de garder autour d'eux une sphère normale et que toute la communauté ne soit pas au courant de ce qui se passe pour cette personne et que la personne ne soit pas enfermée dans sa situation difficile et qu'elle ait des endroits aussi préservés et normaux où elle va continuer à se développer. La confidentialité, donc voilà, c'est le respect de la vie privée et de la présomption d'innocence. Bien sûr, aucune famille n'a envie de voir étaler sa vie privée, c'est bien normal. Et puis la déontologie, c'est l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession. Voilà, donc le secret professionnel, dans un établissement catholique, la grande majorité des salariés, on a fait un petit tableau dans le document, ne sont pas tenus au secret professionnel, mais sont tenus à l'obligation de signalement quand c'est nécessaire, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut signaler tout et n'importe quoi, on prend le temps d'analyser avec une autre personne, on ne reste pas seul, vous vous souvenez. Juste 2 mots maintenant pour la question de l'écoute. Tout adulte salarié bénévole est susceptible effectivement d'accueillir une parole
hein, parce qu'un établissement, c'est d'abord un lieu d'éducation, bien sûr, hein, et donc un lieu d'attention à la personne. Donc effectivement, que ce soit lors d'une sortie scolaire, quand vous accompagnez un groupe à la piscine, un bénévole qui fait du caté, le référent BDI, etc., on peut entendre des éléments plus ou moins graves qui concernent un élève, bien sûr, hein. Donc écoutez, c'est pas rechercher les confidences. Vous n'avez pas à poser des questions inquisitrices, dis-moi, enfin, voilà. Simplement, vous écoutez, vous recueillez. C'est ce qu'on appelle être à l'écoute. C'est une attitude, hein, de fond. Et ce n'est pas la même chose de créer des dispositifs d'écoute qui, eux, sont soumis à l'autorisation du chef d'établissement, appartiennent à un dispositif qui est inscrit dans le règlement intérieur, bien sûr, et quel que soit le niveau d'écoute, qu'il soit pédagogique, éducatif, spirituel, psychologique, il est tenu par une personne formée à l'écoute et donc compétente. Hein, ça, c'est vraiment très important. Et les chefs d'établissement sont informés en cas d'éléments graves et les parents sont informés en cas d'éléments d'inquiétude dans le respect des procédures, bien évidemment. Hein, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et puis une dernière slide concernant le recueil de la parole de l'enfant, hein, qui est témoin ou victime, avec quelques points d'attention et conseils. Écoutez, c'est gagner aussi la confiance du mineur, donc vraiment ne pas être jugeant, bien sûr, et laisser la parole se dérouler. Hein, donc ça veut dire le laisser parler, bien sûr, hein, ne pas avoir d'avis sur ce que l'on nous dit. Hein, dans un premier temps. Il faut le croire, il faut le lui dire. Hein. C'est important ce que tu me dis et je te crois, voilà, tu es bien courageux, voilà, de me raconter ça et merci de ta confiance. Hein. Il faut le rassurer, il faut lui dire qu'il n'est pas coupable, ce n'est pas de ta faute. Hein. C'est important. Éviter de banaliser, oh bah tu verras, t'en verras d'autres, hein, voilà, donc il ne faut pas banaliser hein, un témoignage, bien sûr, ni dramatiser, oh là là, mon pauvre, t'as pas de chance, etc. Hein. Donc essayez de rester le plus neutre possible, bien sûr. Éviter de suggérer, d'interpréter. Hein, donc parfois on connaît les familles, on a déjà un avis sur la question. Hein, il faut absolument éviter. Éviter de vous laisser enfermer dans le secret, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, si c'est important, vous devez le dire. Évitez de contacter les parents, bien entendu, même si vous les connaissez. Dis donc, hier, ton fils m'a raconté, je ne sais quoi. Attention. Hein, voilà. Évitez de transformer l'entretien en interrogatoire, bien entendu. Hein. Donc, aucune question, que des questions éventuellement ouvertes. Peux-tu m'en dire un peu plus? Est-ce que tu as fini? Est-ce que tu veux me raconter autre chose, me dire autre chose? C'est tout. Des questions vraiment très, très simples. Comme cela. Voilà, donc quelques éléments que vous retrouverez dans tous nos documents techniques hein, qui sont téléchargeables. Et pour finir sur une note positive et plus désirable, voilà, je vais repasser la parole à Marie-Agnès Breté. Donc pour finir, on pensait oui, aller vers la bientraitance hein, et on se disait que, comme le disait Paul Malart, éduquer, c'est espérer. Rien n'est irréversible, hein. Nul n'est programmé, et là, les neurosciences nous le disent bien, à agir de telle ou telle manière, hein, voilà, et elles évoluent, mais elles ne nous ont jamais dit ça. Et chacun peut être accompagné vers un changement de posture, de comportement, de regard. Là, on vous a parlé un petit peu voilà, des situations avec des enfants dans les familles, mais on vous a dit aussi que ça pouvait exister dans les classes et dans les écoles. Et je suis en train d'expérimenter dans certains établissements un changement de posture et de regard de la part des enseignants par rapport à certains de leurs élèves. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. Donc, rien n'est irréversible et on peut faire bouger les choses. Et rien n'est définitivement joué, ni pour les enfants, ni pour les jeunes et les adultes qui les accompagnent. Et Josiane rajoutait tout à l'heure par rapport aux agresseurs, hein, il y a des accompagnements qui se mettent en place aussi maintenant pour les agresseurs parce qu'on pense qu'ils peuvent aussi évoluer et on peut faire bouger les choses. Et puis, bien sûr, on peut finir sur cette note d'espérance aussi par rapport à la résilience. De nombreuses études montrent que toute personne traumatisée, si elle est soutenue affectivement au quotidien et que le discours culturel donne sens, parvient à reprendre un autre type de développement. Comme nous disait Boris Cyrulnik, voilà, un auteur référent au niveau de la résilience. Et je pense qu'il y a une nécessité de créer des liens affectifs et de construire du sens dans notre vie, d'élaborer des projets porteurs de ce sens pour continuer à évoluer. L'entourage a donc une grande importance pour permettre à ce processus de résilience d'advenir.
Et puis, pour finir, une phrase de l'abbé Pierre qui résonne bien. « Aucun homme n'est sans avenir, tout dépend du regard qu'on porte sur lui. » Et je rajouterais, portons un regard bienveillant et bien traitant sur chacun pour l'accueil de tous. Et au cours de ce webinaire, là, je réfléchissais et je voulais vous partager un livre que j'ai lu ce week-end, Né sous une bonne étoile, et qui montre que justement un enfant, quand on change de regard sur lui et qu'on a un regard positif, peut aussi évoluer vers un avenir souhaitable et heureux pour lui. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Alors comme vous l'avez maintenant bien compris, tous les parents engagés dans l'appel peuvent à un moment donné et dans le cadre de leur mission recueillir la parole d'un enfant, d'un adolescent. Il est donc important que tous ces parents puissent savoir comment réagir et connaissance des différentes procédures et surtout de la place centrale du chef d'établissement. Nous vous encourageons donc à déployer cette sensibilisation à la protection des mineurs auprès de tous les membres des conseils d'administration, de tous les référents, que ce soit les référents ICF, donc information conseil aux familles, RAP, réseau d'animation pastorale, mais également RPE, donc rencontre parents-école, des correspondants ICF, des chargés de mission, des responsables BDIO, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent au sein des BDIO, mais également auprès de tous les parents et surtout ceux qui sont parfois en contact de mineurs dans les établissements au moment des sorties scolaires, par exemple, mais également au moment de l'animation de différents ateliers. Alors, il faudrait que cette sensibilisation soit renouvelée tous les ans. Vous savez que le turnover est assez important au sein de notre mouvement, surtout dans les appels d'établissement. Et pour vous aider dans cette démarche, le replay de ce webinaire sera mis à votre disposition. Alors, nous vous conseillons également d'aller à la rencontre des chefs d'établissement. Alors, ça, c'est plus pour les présidents d'appel d'établissement. N'hésitez pas à aller à leur rencontre, discuter avec eux et n'hésitez pas à leur dire qu'on vous a informé de l'existence de ce programme, donc du programme de protection des publics fragiles. Pour les présidents d'appel départemental, nous vous conseillons d'aller à la rencontre de votre directeur diocésain. Dans les directions diocésaines, des référents PPPF ont été nommés, alors pas encore partout, mais dans certains diocèses, vous pourrez effectivement aller à leur rencontre. Vous pourrez aussi vous rapprocher des psychologues de l'enseignement catholique. Alors malheureusement, il n'y en a pas partout, mais n'hésitez pas à travailler avec eux. Dernière petite information, nous allons vous envoyer un document. Alors, il est en cours d'élaboration. Il vous sera envoyé très prochainement. Nous sommes en train de lister un certain nombre de ressources qui pourront vous être utiles pour mener à bien cette nouvelle mission. Voilà, je pense que nous allons pouvoir passer maintenant aux questions. Quelques questions sont arrivées, nous demandons voilà, comment les enseignants, est-ce que les enseignants reçoivent une formation pour détecter les signes de maltraitance? La loi le prévoit en tout cas. C'est loin voilà, d'être le cas pour tous, mais en formation initiale, un certain nombre d'ISFEC prévoit trop peu d'heures encore, mais quelques heures d'information sur ces questions-là. Les enseignants en formation initiale, souvent, assez peu aguerris et n'ont pas tous une très bonne connaissance encore de l'école et de ce qu'ils peuvent rencontrer, mais c'est une première sensibilisation. Et en formation continue, Formeris propose des lignes budgétaires pour la formation qui n'est pas encore suffisamment utilisée, mais il y a quand même des formations de proposer et de plus en plus. Juste pour vous donner une idée, l'an dernier, il y a eu, je crois, 58 formations proposées autour de questions liées aux maltraitances. Voilà. Et donc, c'est quelque chose effectivement à renouveler très régulièrement au sein des communautés éducatives. Et donc, les chefs d'établissement aussi reçoivent une formation et une information en formation initiale à l'ECM, voilà. Et nous avons structuré les choses en demandant des référents PPPF dans chaque diocèse. Donc, il y a une petite soixantaine de référents actuellement qui travaillent donc sur 90 diocèses à peu près. Nous souhaitons que d'abord
soient mis en place des protocoles en partenariat avec les autorités compétentes, à savoir la CRIP, la cellule de recueil d'informations préoccupantes de chaque département, puisque les procédures peuvent varier un petit peu d'un département à l'autre, avec le PROC du tribunal de grande instance de la grande ville la plus proche en général, et avec les autorités de l'éducation nationale. Tout à l'heure, Marie-Agnès a évoqué le service de promotion de la santé en faveur des élèves, voilà, qui est l'interlocuteur de l'enseignement catholique également pour l'éducation nationale. Donc nous avons encore beaucoup à faire du côté de la formation, bien entendu, pour effectivement une école qui soit bien traitante aussi, bien sûr, et qui repère ce qu'il y a à repérer. Après, il faut aussi savoir que quelquefois, il n'y a aucun signe à repérer parce que l'enfant, voilà, est très adapté au milieu scolaire, etc., et ne laisse rien entrevoir. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'aller chercher des signes qu'on ne voit pas, mais quand il y en a qui s'expriment, il faut pouvoir les recueillir. Voilà, donc pour la question sur les enseignants. Ensuite, il y a des comment impliquer les parents de l'appel, etc. Donc l'appel, en fait, il faut juste que vous soyez au courant des procédures et comment faire si ça vous arrive. L'idée n'est pas d'aller au-devant des choses. C'est juste si ça vous arrive, l'histoire de la piscine, un jour vous accompagnez la piscine, vous voyez quand même des traces qui sont suspectes, il faut que vous puissiez agir correctement. Hein. Mais il ne s'agisse pas, au début, quand on s'intéresse à la maltraitance, on en voit un peu partout. Hein, il y a une espèce d'exacerbation du phénomène, donc attention aussi, il ne faut pas avoir de la maltraitance partout, heureusement, mais quand il faut l'avoir, il faut l'avoir. Voilà. Donc c'est juste, je crois, déjà dans un premier temps, que les parents soient acculturés à ce que c'est que la maltraitance, par quels signes ça se manifeste, et je vous assure, hein, quand on est confronté à des cas, les clignotants s'allument, hein, il faut se faire confiance, hein, je veux dire, il y a des choses où on dit c'est pas normal ce truc-là, enfin ce qu'il me raconte, ou ce que je vois, c'est pas normal. Hein. Voilà, donc moi je vous conseille en tout cas, dans un premier temps, donc vous acculturez au niveau de la région, des responsables départementaux, et puis petit à petit, ça va percoler, et les communautés éducatives vont être acculturées effectivement à ces questions de maltraitance et de bientraitance éducative, j'espère aussi. Hein. Voilà. Alors, comment faire quand la victime refuse que cela soit dit aux autorités? C'est le fameux conflit de loyauté. Alors, si la victime est majeure, ça lui appartient. Hein. Quand ce sont des cas très graves, on essaye de convaincre la victime, effectivement, de faire ce qu'il faut, voire on peut proposer de l'accompagner à la gendarmerie, à la police, mais une victime mineure, ça ne se pose pas. Hein. Je veux dire que la loi vous oblige à signaler ce qui doit l'être. Alors, il faut effectivement être prudent. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas agir seul, parce que quelquefois, ça peut avoir des conséquences très graves pour la victime qui vit dans un milieu très violent, si la famille apprend qu'il y a eu un signalement, etc. Enfin, ça se construit, hein, ça se construit, mais effectivement, voilà, on se doit de protéger les personnes, hein, au maximum, donc on agit dans leur intérêt, bien sûr. Hein. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Qui doit réaliser les écrits? Oui, la personne qui a recueilli la parole, bien sûr. Ça ne peut pas être le chef d'établissement, hein, ce n'est pas lui qui a recueilli la parole, hein, c'est la personne qui a recueilli la parole. Hein. Je m'appelle machin, je suis là parce que j'exerce telle fonction, etc. Le temps, à telle heure, dans telle circonstance, voilà, telle personne, tel élève m'a dit de pas ouvrir les guillemets, voilà. Voilà, donc je rends compte de ce que j'ai entendu et voilà, et vous signez, quoi, et vous donnez vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre en cas de besoin. Hein. Et donc, vous passez par le chef d'établissement qui, lui, va rédiger l'information préoccupante parce qu'il a des éléments administratifs que vous n'avez pas. Hein. Voilà, sur l'adresse de la famille, la fratrie, on donne des éléments comme ça. Voilà, ou d'autres éléments, il peut y avoir d'autres éléments, il peut y avoir des clignotants en classe qui sont allumés déjà depuis un petit moment, où l'enseignant se pose des questions. Donc, on va rajouter aussi ces éléments-là. S'il faut un constat médical du médecin, c'est le médecin de l'éducation nationale ou le médecin de PMI si l'enfant est petit, donc petite et moyenne section, qui va venir faire les constats et qui, de son côté, fera son propre rapport et l'enverra aussi à qui de droit. Hein. Vous voyez, chacun fait son travail là où il est. Josiane, pardon, il y a une petite précision pour l'écrit. Est-ce qu'on doit le signer? Ah oui, toujours.
toujours. Oui, oui, il faut toujours signer son écrit, mettre qui on est, mettre ses coordonnées, bien sûr. Bien sûr. Hein. C'est toujours mieux, de toute façon, voilà, si on veut faciliter l'enquête, etc. Les gens ont très peur de se dire, oui, mais on va savoir que c'est moi qui… Bah oui, mais vous faites une action aussi citoyenne et voilà, donc il ne faut pas avoir peur de cela. Hein. Donc c'est pour ça, vous travaillez sous couvert aussi du chef d'établissement. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul quand on fait ça. Et si vraiment c'est une situation que vous habite longtemps, ça peut arriver. Hein. Situation, quand il y a des situations très violentes, vous recueillez quelque chose de vraiment grave et violent, ça peut vous habiter, voire ça peut aussi réveiller chez la personne une situation personnelle hein, dont on n'a pas connaissance. Il faut vous faire accompagner, vous faire aider, hein. Consulter un médecin, consulter un psychologue si vous avez besoin d'en parler, bien sûr. Hein. Alors, face à un doute, on n'a ni à avoir de doute. Enfin, voilà, soit vous avez des faits et vous avez des éléments qui vous paraissent suffisamment probants pour nécessiter une information préoccupante, soit c'est encore très, voilà, c'est pas très net, etc. Et on est dans le cas numéro 1 et on va prendre le temps d'observation et d'avoir un peu plus d'éléments. Hein. Alors, je défile. Oui, alors on peut aussi toujours appeler, c'est le chef d'établissement qui le fait le plus souvent, appeler la CRIP pour être conseillé, hein, même les psychologues, enfin les gens qui sont compétents, on a parfois voilà, des éléments de discussion, on fait pas, une IP, pas une IP, voilà, on jauge au cas par cas, hein, c'est pas du systématique. Hein. Comment expliquer les mécanismes psychologiques de déni, cette difficulté de voir la situation des maltraitances et comment aider les personnes à voir? Tu veux répondre? Ça, c'est plus pour le psychologue. Voilà. Oui. Alors, je pense que là, il faut accompagner et puis pas vouloir absolument aller à la confrontation, hein, parce que ça peut peut-être vouloir dire que cette personne est vulnérable et a peut-être elle aussi vécu des situations de maltraitance plus jeunes. Donc, il faut accompagner. Et puis, si nous, on voit des choses et qu'une autre personne ne les voit pas, c'est à nous de faire l'écrit et de signaler ou de faire l'information préoccupante. Voilà, il ne faut pas se dire, eh ben, elle n'a pas vu et pourquoi elle ne le voit pas. C'est plus à nous de réagir et puis on accompagne cette personne peut-être par un suivi psychologique, comme disait Josiane, pour que petit à petit elle prenne conscience de ce qui bloque et pourquoi elle ne voit pas certaines situations. Donc de ce côté-là, voilà, il ne faut pas aller vers le blocage. Et puis quand je vois question de la parole de l'enfant parfois remise en doute, alors moi je pense qu'il faut pas remettre la parole de l'enfant en doute, hein. Il faut noter les choses et puis il faut s'entourer de d'autres personnes éventuellement pour en discuter, etc. Même nous en tant que psychologue, voilà, on en discute avec les chefs d'établissement pour voir un petit peu si voilà, on a les mêmes ressentis et les mêmes impressions, mais en même temps voilà, c'est la parole de l'enfant, il faut la noter et puis après il faut transmettre les choses à d'autres personnes, d'autres professionnels qui peuvent voir d'autres choses à notre place et donc c'est à eux de aussi prendre cette décision. Et puis, Josiane me fait lire la question, si cela concerne un enseignant, donc là, il faut se tourner vers le chef d'établissement, hein, ou vers, il y avait une question au moment où on préparait ce webinaire, si ça concerne un chef d'établissement, il faut se tourner vers les directions diocésaines, hein, c'est eux les hiérarchies, entre guillemets, et des enseignants et des chefs d'établissement. Donc, il ne faut pas hésiter à aller en parler au directeur diocésain ou au chef d'établissement qui sont responsables. Il y a des mesures disciplinaires qui existent pour les enseignants ou les chefs d'établissement. Hein. Moi, j'en ai vécu certaines. Donc, voilà, il y a des lois qui existent et on les applique même aux enseignants. Et heureusement, voilà, il n'y a pas que les parents qui sont incriminés dans ces cas-là. Et il y avait une question aussi concernant le chef d'établissement. Que faire si le chef d'établissement ne retranscrit pas aux autorités des faits connus de violence ? Voilà, si vraiment on a connaissance de choses qui nous paraissent importantes et graves, toute personne en tant que citoyen peut aussi voilà, interpeller la CRIP et signaler ce dont il a connaissance. Hein. Voilà, donc j'espère que ça reste exceptionnel, voilà, qu'un chef d'établissement, voilà, après un chef d'établissement peut aussi avoir d'autres éléments que le parent n'a pas. Enfin, l'idée est quand même de travailler au maximum avec le chef d'établissement, bien entendu. Hein. Mais si, en tant que parent, vous avez des doutes, vous pouvez aussi vous rapprocher de la direction de Cézanne et du référent PPPF ou du psychologue de l'éducation, enfin la personne qui est l'interlocuteur de la direction de Cézanne sur ces questions, bien sûr. Donc, je crois qu'on a balayé à peu près l'ensemble des questions. Donc, je vous propose que l'on s'arrête là pour ce premier webinaire sur la protection des mineurs. Je vous remercie voilà, de
trouver de l'intérêt voilà, à ce travail et de participer voilà, en tant que parents, hein, en tant qu'acteurs aussi de l'enseignement catholique. Nous avons aussi besoin de vous. Donc effectivement, si voilà, vous avez connaissance de fait, donc chef d'établissement, si vraiment il y a des difficultés, il y a aussi toujours le numéro du 119. Hein, nous, on vous donne des circuits professionnels hein, qui sont les nôtres, évidemment, et qui sont normalement efficaces. Et donc, à vous maintenant de jouer, j'ai envie de dire, et à vous de faire connaître ce webinaire et d'acculturer vos propres équipes là où vous êtes et là où vous avez des fonctions pour faire avancer effectivement ce travail. Et nous rêvons tous d'une école évidemment bien traitante et d'une bientraitance éducative pour tous. Je vous remercie pour votre attention et vos questions. À bientôt.